Et les vues que j'ai sur Internet ne sont pas très favorables à cette invention. Enfin, je salue évidemment l'extraordinaire mise à disposition de connaissances que Internet nous procure, mais je vois aussi les ravages que l'utilisation frénétique des nouvelles technologies crée, notamment dans la pensée, les rapports entre les gens, la conversation, les rapports que les gens entretiennent avec le temps qui passe, la mémoire, enfin toutes ces choses qui constituent notre vie intérieure et qui semblent être très malmenées par la fréquentation permanente de l'outil Internet. Pas du tout, moi, les réseaux sociaux. J'ai l'impression que les aventuriers, en général, essaient de développer un réseau asocial, quoi, si vous voulez, qui est... quand vous voyez des gens qui partent en solitaire sur les mers, ou qui partent dans les montagnes, ou qui partent... Il me semble que, vous voyez, qu'est-ce que dit en fait l'aventure? L'aventure, elle dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle le réel, et quelque chose qui s'appelle l'autre. Mais l'autre tel que je le vois, quand je le touche, quand vous devant moi, quoi, qui me regarde, dont j'entends la voix, dont je perçois les mouvements, l'incarnation. Or, les aventuriers, ils partent pour empoigner le réel et pour rencontrer les autres. Alors vous comprenez, on est très loin là de la virtualité, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un écran? C'est quelque chose qui vous masque la vue de la réalité. L'aventure, c'est précisément de crever l'écran, voilà, de le soulever, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Alors je ne sais pas, vous me posez la question des réseaux sociaux, je n'ai absolument aucune opinion là-dessus. Je ne fréquente pas les réseaux sociaux, et encore une fois, moi j'aime mieux sentir l'odeur de la femme que j'aime plutôt que de chatter avec elle à 10 000 km de distance. La compréhension de la nature, d'abord, ça demande des compétences, ça demande des compétences scientifiques pour comprendre la nature. Il y a peut-être une manière d'aborder la nature avec un peu plus de modestie que la tentative ou la certitude qu'on va la comprendre, qui est déjà de l'admirer. Je crois que l'une des leçons, au fond, que nous donnent ces journées consacrées à l'aventure à Dijon, organisées par la Guilde des écrans de l'aventure, c'est que c'est pas difficile d'admirer. C'est à la fois pas difficile parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux, et c'est en même temps très difficile parce qu'on a un peu probablement oublié cette belle vertu qu'est la contemplation des choses. Mais tout le monde est capable de regarder autour de soi et de percevoir les mille frémissements de la vie. Moi j'aime beaucoup cette idée du changement d'échelle du regard, qui peut se porter sur l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Alors c'est une parole de géographe. Moi j'aime la pensée géographique, j'aime la science géographique, et j'aime le regard géographique qui est un regard du changement d'échelle permanent. On regarde le cosmos, et puis ensuite on regarde les manifestations du vivant, les plus petites qu'on puisse imaginer, enfin, je sais pas, les insectes, et c'est l'œil. On peut exercer son œil à passer sans cesse du grand au petit, et du particulier au général, et de l'anecdotique à l'universel. Alors ça, il me semble que c'est un exercice qui peut être salutaire, et il n'est pas besoin d'aller faire 6000 km dans la taïga ou dans la pampa ou dans la mangrove pour apprendre à regarder et pour observer. On peut faire ça depuis sa fenêtre, comme Xavier de Maistre, qui avait écrit un récit de voyage très drôle qui s'appelait Voyage autour de ma chambre. Oui, mais d'ailleurs on pourrait tout à fait comme ça faire une étude sur le recours à l'observation du détail par les prisonniers pour la survie de leur âme, en fait. Solzhenitsyn regardant le petit oiseau, Chalamov parle beaucoup de ça dans les récits de la Colima. Il y a comme ça un certain nombre de détenus qui probablement, moi je n'ai jamais été détenu, Dieu merci, mais qui ont probablement réussi à vivre les jours et à survivre parce qu'ils savaient ouvrir les yeux. Il y a un très beau livre que Jack London consacre d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle le vagabond des étoiles. C'est un monsieur qui s'enferme dans sa propre imagination pour s'évader. Mais vous voyez que là, nous sommes très très loin d'Internet, car il s'agit justement d'ouvrir les yeux, de regarder les facettes de la réalité, et de surtout ne pas demander à la virtualité de nous offrir son miroir aux alouettes. Tout à fait raison de dire que c'est un condensé. Il me semble que l'aventure, c'est une manière d'embrasser le monde, d'en faire l'usage, comme disait Nicolas Bouvier, avec les sens aux aguets, avec curiosité, avec un appétit de connaissance aussi, avec une soif.
et en sachant qu'au fond, ce que nous offre de réalité la vie et le monde est peut-être plus intéressant que le tas de misérables secrets intérieurs qu'au fond nous partageons tous. Et vous parliez de cette fête des sens, et c'est vrai que quand on entend Pierre Mazot par exemple parler de sa carrière d'alpiniste, il parle de la sensualité de l'escalade. Ça peut paraître d'ailleurs un peu paradoxal parce que quand on le voit ahané dans une fissure de granit en haillons puant parce qu'il ne s'est pas lavé depuis 3 jours par un soleil de plomb, on se dit ouais, la sensualité, pourtant elle existe car il y a ce rapport permanent à l'élément, à la mer, à la montagne, à la forêt, et puis tout ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les sens qui sont ouverts pour embrasser le monde, bien sûr. Et là encore, nous sommes dans l'exact antipode de ce que croit nous promettre Internet en nous faisant croire qu'il met le monde chez nous, alors qu'en fond, il tire un écran absolu entre nous et le monde. Est-ce que le désarroi, il a étreint la société? Est-ce que Internet est une sorte de baume au cœur d'une société malade? Ou alors est-ce que Internet est le syndrome? Est-il le syndrome ou est-il la cause? Ça, je ne peux pas vous dire. Alors c'est vrai que vous avez tout à fait raison dans votre analyse de dire qu'il y a un besoin absolu du contact et de la permanente chronique de soi-même, de la petite chronique de soi-même. Les gens deviennent les greffiers d'eux-mêmes, mais c'est pas du tout un phénomène nouveau. Le phénomène du journal intime existe depuis que l'individualité est arrivée avec les lumières dans notre société. Simplement, c'est un outil qui a un pouvoir décuplant et multiplicateur. Le gros problème d'Internet, c'est que l'Internet est devenu une caisse de résonance de phénomènes qui préexistaient à Internet, mais que Internet a probablement disproportionné. Et donc parfois, j'ai l'impression qu'on confond un tout petit peu on confond un tout petit peu un phénomène qui n'a rien à voir avec Internet et son amplification par la grâce des nouvelles technologies. Mais pour répondre précisément à votre question, je crois que ce besoin de conversation, ce besoin de chaque être humain, que les autres le regardent et le regardent vivre, c'est un très très vieux besoin, mais qui me semble beaucoup plus esthétiquement assumé lorsque on emploie le recours à la conversation, à la rencontre et au dialogue avec l'autre, plutôt que lorsque 2 personnes sont derrière un écran. Il me semble qu'il y a beaucoup d'illusions dans l'idée que l'Internet rapproche les gens. Oui, je trouve ça absurde, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, à chaque fois que maintenant, dès qu'on fait une conférence, il faut absolument faire un film, le mettre sur YouTube. Je dis pas ça pour vous, parce que là c'est mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, là vous faites une conférence sur je sais pas quoi, moi sur l'esthétique des coléoptères, et à ce moment-là, ça donne lieu à une espèce de production. Et toute cette énorme production, elle finit par faire un brouhaha en réalité. Nous sommes en train de construire une nouvelle tour de Babel et une cacophonie absolue dans laquelle finalement la parole est profondément dévaluée. Regardez, il s'est passé exactement la même chose avec la valeur de l'image. Les tombereaux d'images aujourd'hui qui nous traversent l'œil font que évidemment l'image, par un effet de proportion inversée, c'est profondément dévalué. Encore une fois, dans ces films d'aventure, on voit très bien comment des sociétés qui sont encore en lien avec la nature, comme par exemple les Sakudai que nous a montré Patrice Franceschi hier, ils étaient fascinés par l'image parce qu'ils ne voient pas d'image. Et donc il y a évidemment un rapport presque sacré avec les quelques images qu'ils peuvent se procurer. Et nous, on a dévalué bien entendu l'image. Et pour ce que vous dites de l'archivage de toutes choses qu'on dit, il y a évidemment quelque chose de l'ordre de la maladie et de l'obésité, bien sûr, et de la boulimie. Voilà, merci monsieur.